Ok. Merci pour cette invitation et je vais donc vous parler de l'arme du droit, peut-être au-delà d'ailleurs des tribunaux et du travail que mène notre affaire à tous. Vous l'avez précisé, et ça me situe directement. Donc j'ai un discours de chercheur engagé, vous allez le comprendre, puisque je suis l'association depuis quelques années, où j'ai d'abord commencé en tant que chercheuse à aller faire de l'observation, et puis très vite l'observation a été participante, et c'est désormais de la participation observante que je mène dans cette association. Alors, peut-être d'abord sur le rôle des ONG et les questions climat, peut-être une petite introduction pour vous dire que finalement les ONG environnementales, avec l'arrivée des questions climatiques, elles ont vu leur répertoire d'action un peu bousculé. Se bousculer parce qu'il a fallu aller se mobiliser au plan international en menant des actions transnationales, d'abord pour aller appuyer un discours lors des négociations internationales où elles sont exclues, et développer un certain nombre de coalitions avec l'émergence d'ailleurs depuis une quinzaine d'années d'un certain nombre d'ONG qui sont spécialisées sur ces questions de justice climatique, comme le Climate Justice Now ou le Climate Justice Action, ou encore plus généralement le CAN qui travaille plus globalement donc, sur les questions climat. Donc on a vu des nouvelles ONG arriver avec des répertoires d'action très très différents, à la fois d'expertes, à la fois conseils, pédagogiques, informatives, basées sur l'éducation aussi, et bien sûr des ONG qui se sont spécialisées sur les questions juridiques. Alors, notre affaire à tous est arrivée dans ce contexte et est arrivée dans un contexte français où il y avait un manque, très clairement, un manque puisqu'il y avait certainement un réseau, un tissu associatif défendant l'environnement très riche, mais les questions de justice climatique en tant que telles n'étaient pas véritablement abordées de façon frontale dans sa dimension juridique et encore moins judiciaire. Donc l'association d'ailleurs est née sur ce constat au lendemain de l'affaire Urgenda, cette affaire donc, qui a été très médiatisée en 2015, qui pour la première fois voit un procès climatique arriver en Europe et se solder par une victoire de la part de la fondation Urgenda. Et un mois ou 2 mois après, un collectif de juristes, jeunes juristes et de jeunes avocats décide finalement de créer l'association Notre Affaire à tous, avec pour objectif de faire l'affaire Urgenda en France. Donc l'objet social même de l'association a été construit pour aller défendre à la fois le droit, mais évidemment la justice climatique dans un sens large, et vous verrez que j'ai une approche pas uniquement judiciaire. Alors, l'association très vite dépose une demande préalable indemnitaire en décembre 2015. Elle dépose une demande auprès du ministère de l'Environnement pour carence fautive de l'État. Elle fait une conférence de presse. Il y a 5 personnes à la conférence de presse. C'est passé totalement inaperçu, 2 journalistes, une chercheuse qui rencontre donc le collectif et notamment Marie Toussaint. Bon, les regards sont tournés sur les discussions, bien sûr, de la COP de Paris et absolument pas sur ces questions de contentieux climat. Aucune, d'ailleurs, requête sera déposée au tribunal administratif après cette demande préalable indemnitaire, puisque en fait, le collectif est encore embryonnaire et très vite, le collectif comprend qu'il faut absolument structurer l'association et monter en compétences. Et pour ce faire, donc, l'association va co-organiser un colloque avec mes soins et l'Université Paris 13 qui va permettre de faire venir l'ensemble des victimes et surtout des avocats conseils qui ont commencé à porter ici et là des contentieux en Europe, aux États-Unis, en Inde, pour nous donner quelques illustrations. Et donc, ce colloque va être très important puisqu'il va permettre de comprendre un peu mieux les stratégies judiciaires qui ont été entamées et mobilisées à la fois sur le contenu, mais aussi sur des aspects formels, communicationnels, médiatiques, sur les argumentaires, finalement, portés par ces procès tout à fait intéressants d'un point de vue comparatif. Et puis très vite, une collaboration va s'engager
avec un cabinet d'avocats, le cabinet Vigo, qui va mettre 2 avocats au service de l'association pour travailler sur un projet de recours. Le projet qu'on a appelé le projet Martyr, qui va être un projet d'une centaine de pages, qui va être proposé à un certain nombre d'associations. Jusqu'à présent, les autres associations, en tout cas, malgré les appels d'air qui avaient été lancés pour lancer un contentieux climat en France, n'avaient pas été très positives, puisqu'on attendait aussi de voir comment le ministre Nicolas Hulot allait démarrer finalement son mandat de ministre d'une certaine façon. Et à partir du moment où il démissionne, il y a un espèce de levier qui saute et les associations, en tout cas que l'on a contactées, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et Oxfam rejoignent et forment l'affaire du siècle. Avec l'intitulé donc de cette affaire trouvée par Marie Toussaint, aujourd'hui députée européenne, qui a eu le nez, hein, c'est vraiment un animal politique en tout cas sur ces questions-là, elle a su convaincre et l'affaire du siècle est née à cette occasion. Alors je voudrais peut-être juste élargir les discussions sur le rôle des ONG et cette arme du droit finalement qui est extrêmement variée. Et je reviens sur le travail de Lura Israël et sur l'activisme légal où finalement tout ce qui m'a bercé moi en tant que juriste, hein, le travail de Daniel Lochac au GISTI et de Nathalie Ferré aussi du GISTI qui a longtemps partagé mon bureau et qui m'ont beaucoup inspirée. Et c'est vrai qu'avec Marie Toussaint, on se demandait comment une association finalement pouvait faire avancer la cause climatique sur ces différentes fenêtres. Et très clairement, il y a, à mon avis, 3 fenêtres qui ont été plus ou moins utilisées par les ONG environnementales, encore sous-utilisées d'ailleurs à mon sens. Donc il y a la fenêtre finalement pré-normative où les ONG alertent, produisent un discours discursif, finalement une approche discursive sur les besoins du droit, la nécessité de changer la norme, dans quel sens. Il y a un discours, donc c'est plus une doxa qui est ici produite, un discours ensuite tout au long de la phase d'élaboration de la norme. Alors c'est un travail, je dirais, qui peut se mener au plan des négociations internationales. On a vu un certain nombre d'ONG se coaliser pour aller discuter un certain nombre d'argumentaires, notamment des arguments de droits de l'homme portés dans les négociations internationales du climat. Ou au plan national, c'est effectivement des discussions avant, pendant les sessions parlementaires. C'est ce travail de plaidoyer de couloir qui est très important en amont. Et puis enfin, il y a la phase d'application du droit, la contestation finalement de l'effectivité, de l'efficacité du droit par le procès. Alors, Nat a employé 2 types de répertoires d'action majoritairement qui traitent à la fois de l'action par le discours sur l'élaboration des normes et qui, de toute façon, in fine, se recoupent avec les actions menées par les procès. Alors d'abord, l'action par le discours sur la fabrique des normes. Je donnerai 2 exemples qui ne sont pas déconnectés des procès, vous allez voir. D'abord, le travail que notre affaire à tous a mené sur une contribution extérieure auprès du Conseil d'État et le travail sur la proposition de révision constitutionnelle de Nat. Alors, il ne s'agit pas d'un procès ordinaire ici, ni de l'affaire du siècle. Il s'agit ici de contester la loi par une approche un peu originale, celle de la discussion qui est désormais ouverte et transparente devant le Conseil constitutionnel avec ces contributions extérieures qui peuvent être soumises au moment du contrôle d'examen de la constitutionnalité des lois. Un boulevard est arrivé, effectivement, avec la possibilité de contester la fameuse loi énergie-climat. Et notre affaire à tous a donc produit une contribution extérieure qui est venue appuyer en fait un argumentaire qui avait été déposé dans le cadre de l'affaire du siècle, et notamment un argumentaire basé sur les droits de l'homme et sur l'idée qu'il faut défendre
à travers la contestation de l'insuffisance de cette loi, LEC, il faut défendre une approche d'un droit à l'environnement sain, ou plus exactement d'un droit de vie dans un système climatique stable, qui est un droit qui est défendu en doctrine d'un certain nombre de procès, et notamment par la doctrine américaine. Il s'agit aussi d'aller un peu plus loin dans les ambitions et d'exiger, par exemple, qu'on commence à avoir une lecture plus ambitieuse sur la prise en compte, par exemple, des émissions importées qui n'a pas pu être réalisée au cours du procès de l'affaire du siècle. Deuxième type d'action, alors celui-là, il s'éloigne un petit peu du procès, mais il doit servir le procès. C'est celui finalement de nourrir, d'activer un discours pour être acteur finalement en tant que citoyen climatique, je dirais, à travers le prisme de la société civile, faire de l'activisme constitutionnel et mettre un pas dans les discussions finalement autour du verdissement de la Constitution. Alors, ce verdissement, il avait été annoncé dans le discours de Versailles par Emmanuel Macron très tôt, en 2017. La Fondation Nicolas Hulot avait beaucoup travaillé sur ces questions, et notamment en parlant de Chambre du futur et en promouvant ce second verdissement constitutionnel. Notre affaire à tous s'est inscrit dans les pas de cette association et a défendu et a fait un appel au président en plein sommet de la finance à Paris sur le climat, en demandant finalement à Emmanuel Macron de tenir les objectifs du plan climat de Nicolas Hulot, qui souhaitait rendre irréversible l'accord de Paris. Et donc, l'une des revendications de notre affaire à tous a été de dire transposer du coup cette idée-là et modifier la Constitution, insérer le climat dans la Constitution. Le président Macron a finalement retenu cette idée, mais en proposant de modifier l'article 34 de la Constitution dans un avant-projet. Notre affaire à tous, avec le concours d'un certain nombre de députés, a organisé un colloque à l'Assemblée nationale pour informer, discuter auprès des députés de cette question finalement. Donc un colloque intitulé La Constitution face au changement climatique, qui avait été organisé également par mon ancien laboratoire et l'Université Paris 13, et qui consistait à mener un discours et à porter des discussions sur notamment la nécessité de placer une obligation de lutte contre les changements climatiques, qui est également portée dans le procès de l'affaire du siècle. Au final, notre affaire à tous a proposé une doctrine, quelque part, en proposant un titre clé en main dédié à la transition écologique pour aller beaucoup plus loin que la simple mention d'une révision de l'article 1er, par exemple, de la Constitution, et s'est associé avec le collectif Notre Constitution écologique en proposant, in fine, quelque chose de plus étroit, qui a été d'ailleurs repris et porté à la connaissance des citoyens lors des discussions dans la Convention citoyenne pour le climat en juin 2020, et qui a été finalement retenu et qui, vous le savez désormais, est dans le projet de loi porté devant les députés et les sénateurs, et une révision constitutionnelle est annoncée par la voie du référendum. Deuxième type d'action, c'est l'action par le procès, le fameux procès stratégique, le contentieux stratégique, qui consiste à faire vivre le procès à partir du moment où le juge est saisi et, alors, à tort ou à raison, d'une certaine façon, à instrumentaliser aussi la forme procès, avec trois idées que je vous ai systématisées dans le cadrage que souhaite mener en tout cas notre affaire à tous. Alors, premier cadrage, c'est faire constater l'inaction de l'État. Premier acteur, donc c'est le procès de l'affaire du siècle. Deuxième acteur, c'est dans la tendance aussi mondiale, c'est aller chercher finalement la responsabilité, ou en tout cas définir des obligations pour le futur, des obligations voire des devoirs, accentuer le reporting qui pèse sur les entreprises, et enfin contester les projets climaticides. Alors, la première
action a consisté à mener cette affaire du siècle. Vous en avez beaucoup entendu parler. Il y a les grandes étapes ici devant vous. Donc, d'abord, une demande indemnitaire préalable déposée, auquel a été associé volontairement et du coup un certain nombre de citoyens qui se sont engagés à plus de 2 millions à signer une pétition qui est venue en soutien à ce recours. Une réponse de l'État, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et une décision rendue il y a peu. Avec, pendant cette phase du procès, une accélération assez significative finalement de l'agenda politique. Donc on voit évidemment les effets sociaux, politiques, politico-juridiques finalement du procès, qui a été aussi concomitant avec la sortie de la crise des Gilets jaunes, le débat national, la création de la Convention citoyenne pour le climat, la création du Haut Conseil pour le climat, des conseils de défense écologique, toute une série finalement d'actions qui ont été mises en place pendant la durée du procès et qui a permis aux 4 associations de développer un argumentaire tout au long du procès, à la fois sur la CNBC, la stratégie nationale bas carbone, ou sous tout ce qui a été réalisé tout au long du procès, notamment lors des discussions de la loi LEC, ou encore aujourd'hui avec le projet de loi résilience climat ou le projet de loi constitutionnelle. L'association a mené l'affaire du siècle, notre affaire à tous. Le collectif Affaire du siècle a aussi mené un autre procès, puisque à partir du moment où un autre procès était lancé un petit peu avant le nôtre, celui de Damen-Carême et de commune de Gransens, il fallait aussi pouvoir porter notre argumentaire, qui pouvait être aussi un complément tout à fait intéressant dans l'affaire. Donc l'idée a été de faire une intervention volontaire pour aller rentrer dans un autre procès et discuter à cette occasion aussi de nos arguments. Alors sur le fond, les objectifs et les demandes et les résultats sont quand même globalement satisfaisants, bien sûr insuffisants au regard de l'urgence climatique, mais il y a quelque temps, lorsqu'on parlait de faire un recours en carence devant le juge administratif, beaucoup nous disaient que ça ne marcherait pas, notamment en raison de l'absence d'une obligation générale de lutte contre les changements climatiques que l'on a finalement d'une certaine façon documentée, avec un certain nombre d'argumentaires et que le juge a implicitement reconnu dans l'affaire Gransens et de façon plus explicite dans l'affaire du tribunal administratif de février 2021. L'État se voit reconnaître donc une faute pour inaction climatique. Une réparation du préjudice moral est effectuée à hauteur de 1 euro. On reconnaît la présence d'un dommage écologique en matière climatique devant le juge administratif, même si la réparation indemnitaire du préjudice écologique est refusée. De la même façon, un certain nombre d'arguments sont refusés pour l'instant à ce stade dans la procédure, notamment un argumentaire porté particulièrement par notre affaire à tous, l'argumentaire droits de l'homme qui n'a pas été retenu ni par le Conseil d'État, ni par le juge, ni par le tribunal administratif. Et on attend le volet le plus important, celui de la demande d'injonction réparatrice, qui a une visée préventive, celle de, pour l'avenir, faire cesser le préjudice écologique. Deuxième action de notre affaire à tous, en direction cette fois-ci des acteurs privés, des entreprises privées, des carbon majors qui ont de plus en plus quand même un certain nombre d'obligations, des obligations surtout d'information climatique, une sorte de reporting qu'elles doivent exercer depuis quelques années. Et l'association a donc entamé, en parallèle d'un procès qu'elle souhaitait mener, et avec un certain nombre d'autres associations, la publication d'un benchmark sur la vigilance climatique. Il s'agissait ici d'identifier comment les multinationales finalement exercent ce reporting, prennent en compte la trajectoire 1.5 qui a été fixée dans le cadre du rapport du GIEC
1.5 en octobre 2018, et comment dans leur document interne, elles structurent cette stratégie en termes de plan d'investissement, de modèle économique, de business model. Donc il s'agit d'agir sur les effets réputationnels et aussi d'engager, le cas échéant, un dialogue, quand c'est possible, entre les ONG et les entreprises. Il a été ensuite nécessaire d'aller finalement aussi tester les effets d'une loi qui avait été portée par notamment la société civile, la loi sur le devoir de vigilance, avec, vous le savez, la mise en place d'un plan de vigilance qui est désormais obligatoire pour certaines entreprises, et notamment le Total, qui a produit un premier plan de vigilance qui n'a pas satisfait l'association et un certain nombre de collectivités qui ont d'abord interpellé médiatiquement Total, puis ensuite mis en demeure et assigné devant le tribunal d'instance la multinationale. Enfin, dernière façon de saisir finalement le procès en matière climatique, c'est aller contester les projets climaticides. Alors, notre affaire à tous a été associée dans un collectif un peu plus global qui a été porté notamment par des youtubeurs, le projet Super Local. Et il s'agit ici d'aller contester des projets locaux. Alors effectivement, il y a beaucoup déjà de collectifs de lutte qui s'intéressent notamment avec un certain nombre d'associations de protection de l'environnement ou de riverains sur ces projets locaux. Mais ici, il s'agit d'apporter une plus-value et d'aller finalement dans ces projets locaux obliger les juges qui sont saisis ou même les administrations à imposer une sorte de lunette climatique dans les décisions publiques. C'est-à-dire regarder les projets avec les impacts que ces projets peuvent avoir sur la soutenabilité finalement du système climatique. Et donc, à l'image du procès qui a été mené contre le projet de Gonesse, porté par un certain nombre de collectifs, il s'agit, là encore, d'aller soit aider, soit venir en appui d'un certain nombre de recours et de climatiser, d'une certaine façon, par exemple, le droit de l'urbanisme, les études d'impact, et aider en appui un certain nombre de recours, par exemple, le recours contentieux contre le schéma de cohérence territoriale de Roissy. Voilà, en conclusion, vous le voyez, les actions des ONG en général, les ONGE sont quand même des caisses de résonance assez importantes, particulièrement en matière climatique depuis quelques années. En tout cas, l'affaire du siècle a ouvert un espace de publicisation inouïe de la cause climatique, en posant des questions juridiques très, très pertinentes. Ça sera traité sans doute dans l'intervention d'après. Sur le plan, par exemple, des questions du préjudice écologique, du rôle de l'expert dans le procès climat. On voit aussi une action ici par le bas de la société civile, du citoyen qui utilise le procès, notamment de par le monde, hein, pour faire avancer la cause climatique. Et on voit des leviers juridiques, tactiques, stratégiques qui génèrent des influences très tenues, hein, juridico-politiques assez intéressantes. Ça nous informe également sur, alors ça c'est peut-être d'un point de vue plus général, sur la façon dont les ONG conçoivent, interprètent, parfois assez différemment, hein, le droit, les normes juridiques, les rapports d'experts et comment elles se les approprient et elles les portent à connaissance aux juges. Et donc on a l'émergence, je le disais tout à l'heure, hein, d'une sorte de citoyenneté ici, climatique, qui émerge à mon sens, qui concourt à affiner l'idée de démocratie environnementale, puisque tous les piliers de la démocratie environnementale, que ce soit l'information, la participation au processus de révision constitutionnelle, par exemple, ou par le biais de la Convention citoyenne pour le climat, ou par le biais de l'accès aux juges en soutenant une pétition qui vise à condamner l'État en matière climatique. Je vous remercie. Merci Christelle.